délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour à tous nos amis de Cœur à Cœur et bienvenue sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous parlons de violence conjugale, une pandémie pire que le coronavirus et qui n'a pas encore trouvé de solution aujourd'hui. Nous en parlons avec la sexologue Fabienne d'Haïti. Bonjour Fabienne. Bonjour, pasteur Nathalie. Bienvenue. C'est un plaisir. Comment ça va? Ça va très bien. Le confinement vous va très bien. Oh mon Dieu. Ça a été dur par exemple. J'avais hâte qu'on déconfine un peu. Fabienne, on parle de violence conjugale. C'est lourd, hein? C'est lourd. La violence conjugale a fait plus de victimes que la pandémie que nous sommes en train de traverser. Et c'est un sujet encore tabou. Dans certains pays, on n'en parle pas encore. Dans d'autres pays, merci Seigneur, on en parle encore. Mais avant d'aller plus loin, quel est le portrait d'une femme qui peut être sujette à la violence conjugale? Lorsqu'on parle de violence conjugale, on peut penser que à tel milieu, il y a telle couche sociale qui est plus vulnérable à la violence conjugale. Non, dans les écrits, dans tous les écrits scientifiques, peu importe à travers aux États-Unis, au Canada, le portrait de la femme violentée, victime de violence conjugale, c'est tout le monde peut être. Vous et moi qui sommes ici, nous sommes toutes sujettes à être victimes de violences conjugales. La violence conjugale est un fléau qui ne fait exception de personne, ni de classe sociale, ni de religion, ni de culture. Donc c'est vraiment autant l'Occident, autant que l'Orient, riche ou pauvre, chrétien ou pas chrétien, on peut être tous sujets à la violence conjugale. D'ailleurs, si on regarde même dans les Écritures, ça commence pas d'aujourd'hui. Hein, la violence conjugale, ça vient de très très loin. Ça vient de... Comme on en avait discuté au début, on a vu comme... je ne veux pas non plus qu'on dise que voilà l'opinion que Fabienne d'Haïti a dit, mais si on peut scruter la Bible, on peut parler, on peut analyser des choses. Un exemple, ce que je disais souvent, c'est dans Esther. Quand par exemple le roi Assuérus avait demandé à sa femme, à la reine Vashti, de venir la voir et pour qu'il puisse faire étalage devant tout son royaume, les rois, les invités, tout et tout, et elle n'a pas voulu. Donc, on voit que déjà c'est une forme de désobéissance en tant que telle. Et avec cela, il y avait comment on appelle ça, un édit du roi qui avait été signé pour être distribué dans toutes les provinces. Est-ce que c'est à partir de là qu'ils font en sorte que les femmes les hommes ont commencé à brimer, mater les femmes? Je ne sais pas vraiment, mais on peut en discuter. On peut en discuter. Donc, c'est présent, la violence est présente dans la Bible. On a des extraits de personnes qui ont été des femmes qui ont été violentées. Il y a toutes sortes de violences. Hein. On va revenir à ça tout à l'heure. Juste pour spécifier, je ne dis pas nécessairement c'était une forme de violence, mais je dis peut-être... On parle de désobéissance. À cause de cette désobéissance, peut-être que à cause de cela est survenu beaucoup de brimades par rapport aux femmes. Mais des genres de violence en tant que telles, faites par rapport... C'est sûr, comme il y a des femmes qui ont été violées, brutalisées, agressées, un frère qui a agressé, et je pense que le fils de David qui a agressé sa sœur, tout et tout. Donc, il ne faut pas se cacher. Même dans l'Église, on peut retrouver... On peut se retrouver justement avec des cas de violence, d'agression. On va revenir tout à l'heure à ça, mais déjà des statistiques. Est-ce que tu as quelques statistiques sur la violence au niveau mondial? Exactement. Si on parle au niveau mondial, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit que
30% des femmes à travers le monde, ça c'est celles qui ont déclaré leur cas à la police. Oui. 30% des femmes affirment avoir déjà vécu de la violence conjugale au sein d'une relation soit amoureuse, soit avec un conjoint, tout et tout, ou un petit ami ou avec lesquels elles fréquentaient. Donc 30%. Et ça disait aussi, cette même organisation, 38% des cas de criminalité, de brutalité, c'est vraiment dans le cadre d'une relation conjugale. Donc 38% pas des meurtres, mais des agressions, vraiment, des actes criminels sont commises sur des femmes par leur conjoint. Et ça, c'est des chiffres effrayants quand même, parce qu'on parle de 30%, 38% pour les cas déclarés. Exact, pour les cas déclarés. Les cas déclarés, voilà, en Occident, en majorité des cas. Exactement. Que dire de l'Afrique, que dire d'autres pays? Exactement. Là, comment je pourrais dire, j'ai beaucoup de statistiques. Comme je me rappelle quand j'étais dans mon cours, puis j'ai dit, cette feuille de statistiques est effrayante. Même quand ça date un exemple des années 90, mais il ne faut pas penser que ces statistiques ont diminué. Et justement, dans le cas dans cette pandémie qui subsiste encore, si on parle des personnes âgées qui sont vulnérables à la maladie, mais à la violence conjugale, les femmes sont encore plus vulnérables puisque l'aide, si c'était difficile, justement d'avoir de l'aide, de crier à l'aide, parce que justement tout le monde, il y a de la distanciation. Je ne dis pas nécessairement que les maisons d'hébergement étaient fermées. Je ne sais pas, je n'ai pas pu appeler pour savoir c'est quoi les statistiques. Est-ce qu'il y a eu plus d'appels à l'aide? Est-ce qu'il y a plus d'appels au secours par rapport à cela? Peut-être que c'est quelque chose à vérifier. Mais on a entendu parler justement de ça quand cette période de confinement, les agressions avaient malheureusement augmenté. Et bon, il y a la peur de sortir. Donc cette femme qui pourrait demander de l'aide, mais comme il y avait les mesures barrières, il y en a eu qui ont eu peur finalement de se faire contaminer. Exactement. On sait que déjà la femme vit beaucoup, les femmes violentées vivent déjà beaucoup des sentiments de honte, de culpabilité, beaucoup de peur par rapport à la... comment je pourrais dire, à la violence qu'elles vivent. Et avec cette pandémie, la peur de sortir et la distanciation, donc j'imagine ça devait être terrible, difficile, très difficile pour ces femmes. Très difficile pour les femmes et les enfants, malheureusement. Exactement. Comment est-ce qu'on peut définir la violence conjugale pour ceux qui nous regardent? Parce que, Fabienne, pour certains, ils peuvent être violentés sans savoir que c'est de la violence conjugale finalement. Comment est-ce qu'on peut définir la violence conjugale? La violence conjugale, on va aller tout simple pour qu'on puisse le comprendre simplement. C'est tout acte porté vers la femme qui porte atteinte à son intégrité physique. Lorsqu'on parle d'intégrité physique, psychologique, c'est toute parole humiliante, des cris, des menaces, toute forme de menace, d'intimidation, toute atteinte à l'intégrité physique, des coups, se faire frapper, taper avec des ceintures. Il y a des gens, des femmes qui se font frapper comme un enfant avec des ceintures, il y a des individus, des hommes, des maris qui vont utiliser tout objet qu'ils trouvent sous la main. Ça peut être une bouteille, ça peut être... J'ai vu quelque chose hier, hier soir, ça t'amène à un sentiment de révolte. Un monsieur qui battait sa femme avec le fer à repasser, mais d'une manière, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait, il y avait quelqu'un qui filmait ça. C'est insoutenable. Exactement. Quand on parle d'atteinte à l'intégrité physique et les actes qui sont portés vers les femmes, ça peut être tout ce que l'autre trouve à sa portée et qu'il le lance, qu'il le frappe sur la femme. Tout ça, c'est des formes de violence. Dénigrer ce que tu portes, dénigrer ce que tu dis, te rabaisser, te diminuer. Tu fais à manger, regarde, la nourriture peut être brûlée, bon, regarde, c'est pas grave, on passe à autre chose. Déjà, quelqu'un qui te fait à manger, c'est que la femme prend soin de toi. Que la nourriture n'est pas comme celle de ta maman. Regarde, c'est pas ta maman, c'est correct. Exactement. Il n'y a aucune raison pour diminuer, pour blâmer, pour humilier l'autre. Donc, tout acte
aussi petite, banale que ce soit, et quand c'est répété. On peut, par erreur, faire une petite blague, et puis, non, mais quand c'est répétitif, c'est vraiment le moyen qu'on utilise. Et qu'est-ce qui se passe dans la violence conjugale? C'est une domination. Oui. L'autre utilise la violence conjugale pour dominer, pour affirmer son autorité et Oui. contrôler l'autre, contrôler l'habit de l'autre, contrôler les amis de l'autre. Qui doit être dans ton entourage? Oh, j'aime pas cette amie, je pense qu'elle donne trop ses opinions sur notre couple. On la veut pas. Je pense que l'autre est assez grande pour prendre ses décisions. Donc, c'est vraiment toutes ces façons qui sont très, des fois, la jalousie. Des fois, on peut penser la jalousie, c'est une preuve d'amour. Non, c'est un contrôle. C'est un esprit de contrôle exercé sur l'autre pour s'affirmer. Donc, toutes ces petites choses, déjà en partant, que lorsqu'on parle de violence conjugale en tant que couple, mais les jeunes aussi, c'est quelque chose qu'ils doivent comprendre. La jalousie, c'est pas une preuve. Exactement. Il faut leur apprendre ça très tôt. Sinon, ils vont répéter ça dans leur exactement, mariage. ça fait partie. La prévention, c'est quelque chose qui fait partie de tout programme pour supprimer, pour éradiquer la violence. La prévention pour les enfants, comment je pourrais dire, le dépistage, mais la prévention, c'est important que les jeunes, dès leur jeune âge, même les enfants dans leur contact avec les autres, qu'ils apprennent que la violence, c'est inacceptable. Mais avec toutes les campagnes de prévention, avec tous les dépistages, est-ce que les chiffres augmentent ou est-ce qu'ils se rabaissent? Ils continuent d'augmenter? Ils continuent d'augmenter. Là, on est les derniers chiffres que j'ai, c'est plus de... c'est les mêmes chiffres, mais ça va en augmentant. Ça va en augmentant. Et c'est des chiffres, là, on parlait en 90, 10 000, mais là, on va dans les 20 000. Et ça, c'est toujours des choses déclarées par la police. Déclarées. Je regarde en Belgique, 58% des femmes ont subi 58%. Exactement. C'est beaucoup. Là, si on voit comme aux États-Unis, l'une des statistiques qui m'a fait comme friser plus que je suis déjà frisée, c'est une femme est battue à toutes les 12 secondes par son conjoint ou un ami. À toutes les 12 secondes. En ce moment où on parle, ça fait plusieurs femmes qui ont été battues. Donc, il y a au Mexique, les chiffres seront une femme sur 4 a été victime. C'est au Mexique. Au Chili, une étude indique que 80% des femmes ont subi des abus physiques, sexuels de la part de leur partenaire, de leur conjoint. 63% rapportent être régulièrement violentées. Ça, c'est au Nicaragua, 40% des hommes battent régulièrement leurs femmes ou compagnes. En Afrique du Sud, une femme sur 6 est battue régulièrement par son partenaire. Et on parle au Bangladesh, à Bombay, en Inde, la plupart des femmes sont violentées, battues pour une question reliée à la dot. Donc, moi, ce que je veux vraiment dire aux femmes, c'est que vous n'êtes pas seul dans votre coin, de ne pas rester seul, de ne pas vous sentir coupable, de ne pas vous sentir coupable aussi, de ne pas chercher des raisons pour diminuer l'acte vécu, pour déresponsabiliser l'autre, de ne pas prendre la responsabilité sur soi, parce qu'il y a beaucoup de mythes qui peuvent faire en sorte que les femmes vivent la violence. Non. Exactement, on va revenir à ça. Oui. On va revenir à ça tout à l'heure. Tout à l'heure, tu parlais des formes de violence, la violence physique, la violence psychique, la violence psychologique, matérielle aussi. Exact. La violence matérielle, c'est vraiment privé, vraiment. C'est plus économique, c'est vraiment privé de la femme au niveau financier, des ressources financières dont elle a besoin, vraiment pour le garder justement sous son contrôle, sous la domination. La violence sexuelle. La violence sexuelle, c'est vraiment fort, même quand on est marié, uni par les liens du mariage devant Dieu, devant les hommes, la femme a quand même autorité sur son corps lui appartient, elle doit le donner, c'est à elle de donner, de dire quand et où elle veut dit que le corps de la femme appartient au mari et
donc pour ceux qui nous regardent, qui peuvent dire, mais là, Fabienne, qu'est-ce que vous dites? Parce que Dieu a dit, le corps de la femme appartient. C'est une question il y a toujours une question de réciprocité. Mon corps, je l'aime, il m'appartient, donc je te le donne. Tu vas faire à mon corps ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Mais c'est comme un bon usage. Mais il ne faut pas utiliser la parole à double sens quand ça fait notre affaire. Dieu n'a jamais dit qu'il faut battre, qu'il faut dominer. Non, on domine sur les animaux. On domine sur les bêtes. Pas sur les humains. Pas sur les humains. Et puis c'est une question d'amour. Exactement. Parce que la base, c'est l'amour. La base, c'est l'amour. Parce que quelque part, la violence, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et que tu la violentes. Partons du principe que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est sûr, comme surtout, ce qu'il faut comprendre, il y a beaucoup de stéréotypes, dans le sens que lorsqu'on pense à la femme, on pense à la soumission. Lorsqu'on pense à l'homme, on pense à la domination. Et on peut même utiliser la Bible pour dire, Dieu a dit, il faut que l'homme ou la femme obéisse se soumette à l'homme. Oui, comment je pourrais dire, je n'ai pas de théologie à faire là-dessus. Avoir été mariée pendant 6 ans jusqu'à ce que la mort me sépare avec cet homme, il m'a jamais obligée à me soumettre à lui. Mais la soumission, ça n'a rien à voir avec le contrôle. La soumission, c'est, Dieu a dit, il faut aimer, comme la parole nous dit, il faut aimer la femme comme Christ a aimé son Église. Voilà la forme pour avoir une soumission digne de la parole de Dieu, il faut aimer comme Christ a aimé l'Église. Et Christ a aimé l'Église jusqu'à ce qu'il s'est sacrifié. Quand tu frappes, tu ne sacrifies pas, tu détruis. Quand tu dénigres, tu ne sacrifies pas, tu détruis. Quand tu humilie, au contraire, quand tu aimes, tu veux que l'autre soit au meilleur de sa forme. L'amour élève et non pas diminue. Donc on a... C'est ça. J'aime bien ça, l'amour élève. L'amour ne détruit pas, ne diminue pas. Est-ce qu'on peut détecter, parce qu'on parle de violence conjugale, donc au sein du mariage, au sein d'un couple, est-ce qu'on peut détecter qu'un individu est violent avant le mariage? Est-ce qu'il y a des signes pour ceux qui nous écoutent, ils sont en fiançailles, ils sont en amitié, je ne sais pas, est-ce qu'on peut les détecter avant? Mais souvent, comme lorsqu'on est en amour avec quelqu'un, il y a toujours plusieurs raisons pour lesquelles on est en amour qui est différente d'une personne à l'autre. Chaque personne a son histoire. Le fiancé a son histoire, a des antécédents. Ça peut être des antécédents de violence, ou qu'il a vécu de la violence, qu'il a vu de la violence, ou la femme a vécu de la violence. Toutes ces choses, lorsqu'on a vécu de l'agressivité, donc quelque chose qu'on a vécu dans notre enfance, ça devient comme, même si c'est pas normal, on peut le voir pour normal et on grandit avec, à moins que quelqu'un vienne avec une nouvelle connaissance, une nouvelle façon de faire. Lorsqu'on est en amour, souvent on entend des expressions tomber en amour. Tomber en amour, ça fait mal. Quand on rencontre quelqu'un, si déjà il y avait une histoire de dépendance affective. Des fois, on pense qu'on rentre en amour pour que l'autre puisse m'aimer, pour que l'autre puisse me faire du bien, que peut-être que le bien, pour que je sois en sécurité. Déjà, lorsqu'on rentre dans cette relation, ça ne veut pas dire comme tout le monde va être victime nécessairement de violences conjugales, mais il y a des perceptions, il y a des croyances qu'on peut avoir qui peuvent nous rendre vulnérables. Si la personne qui est, comment je pourrais dire, le futur conjoint qui fréquente une femme et qui est vraiment un homme qui agresse, un homme violent, il ne va pas nécessairement le présenter dans les tout premières de la rencontre. Lorsqu'on pense aux étapes. Exactement, c'est tout le monde. Dans le sens que dans les étapes d'une relation amoureuse, on veut tous se montrer sur le meilleur jour. Oui. Donc, quand on rencontre quelqu'un, qu'il soit violent ou pas violent, on ne pourra pas le savoir. Donc, c'est vraiment avec le temps. Donc, si on prend le temps de prendre des conseils, si on prend le temps, ok, on a vu ce que l'autre m'a dit, qu'il est gentil, qu'il est parfait, il me fait aux petits soins. Si on se donne du temps, on va finir par voir que la personne
il y a il y a des signes avant-coureurs. Et il peut avoir une sorte de jalousie. Oh, il est jaloux de moi, c'est cute. C'est cute. C'est cute. J'entends ça, c'est cute. Il est jaloux de moi, c'est cute. Et tu sais quoi, Fabienne? Dans certaines contrées, quand le mari ne te frappe pas, c'est comme, il y a quelque chose qui manque, il y a du piment qui manque dans le couple. Mais c'est tous des petits signes avant-coureurs de la violence. L'autre t'accapare. Je vais donner un exemple. Quand je ne dis pas que c'était de la violence, j'ai jamais vécu d'acte de violence. Des fois, il y a de la jalousie qui peut se déclarer et on l'accepte dès le départ parce qu'on trouve ça cute, on se fait désirer par l'autre. Je me rappelle une fois, je devais aller à l'université. On n'est pas mariés. Regarde, quand on n'est pas mariés, j'ai pas nécessairement des comptes à rendre à personne. Oui. Donc, je devais aller à l'école, faire des travaux en groupe. C'est tellement dur. Et l'autre, à 4-5 heures, c'est là que j'ai eu le temps de l'appeler. Là, il éclate. Comment ça, tu ne m'as pas appelé? Non. Ça se peut que j'ai oublié, mais c'est pas voulu. Exactement. Donc, j'arrête. Pour moi, c'est une façon. Tu peux arrêter ce cycle. On arrête ce cycle de jalousie. Regarde, je sais pas c'était quoi, mais ça, avec mon mari, ça ne s'est plus jamais reproduit. Ok, ça se peut que je t'oublie, mais dans ce cadre-là, on était fiancés. Regarde là, j'ai pas fait exprès. Pardonne-moi, puis on passe à autre chose. Donc, des fois, c'est des petites choses comme ça qui se présentent dès le départ. Puis on trouve ça mignon parce qu'on se fait désirer. C'est cute. Hein? On se fait désirer. C'est bon, ça remonte notre estime de soi. Mais non, c'est faux. Ces petites choses, ce qu'on pense, c'est la jalousie, c'est cute, le fait qu'on se fait désirer par l'autre, c'est des petits signes. Ça ne veut pas dire comme l'homme est nécessairement violent, mais juste vérifier. Oui. Et vérifier pour voir, pour aller creuser. Donc, de poser les bonnes questions. Des fois, si on pose les bonnes questions à la personne, elle va nous le dire. Elle va se dévoiler. Elle va se développer. Tu parles du temps parce que le temps finit par dévoiler la personne. Mais le temps, comment je pourrais dire, lorsqu'on va parler la spirale, comment on appelle ça, les phases, les cycles, oui. L'escalade de la violence, il y a un exemple. Il y a un climat de tension. Imagine que quelqu'un se fréquente en ce moment, il y a un climat de tension. L'exemple que j'ai donné tantôt, tu es en retard, tu ne m'as pas appelé toute la journée, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà un prétexte pour que justement cette jalousie, la violence puisse décréter. Ce n'est pas nécessairement une violence physique, mais ça peut être juste le fait que la personne te dit, mais tu ne m'as pas appelé. C'est comme une sorte de... Mais ça peut ne pas être une offense. Dans quel sens? Dans le sens qu'il y en a dans la maison de certains, il faut qu'on rende compte naturellement de ce qu'on fait. Je veux savoir où est-ce que tu es, sans pour autant être un esprit de contrôle. Exactement. Non, là, je parlais comme dans le cadre d'une fréquentation amoureuse, dans le sens qu'on parlait du temps. Donc, pour comprendre que si cette chose est arrivée maintenant, quand on est marié, c'est différent. On ne peut pas sortir comme ça. Il faut quand même dire, il faut rendre compte un petit peu à l'autre. Je ne serai pas là, si tu ne m'entends pas, ça c'est différent. Mais là, dans la violence conjugale, il y a comme des phases. Il suffit qu'il y ait un petit moment déclencheur, n'importe quel moment déclencheur, élément déclencheur, pour faire sortir l'autre de ses gonds, pour faire sortir la violence qui est déjà là. Et il y a comme une tension. Il y a quelque chose. Il y a une situation qui est passée, soit de la part de la femme, ou soit de la part de l'homme. Il y a une tension. Et cette tension, ça met tout le monde sous le branle-bas. Donc, ça fait en sorte que la femme a peur. Est-ce que, à cause de cela, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, il y a comme la femme est sur le qui-vive. C'est ça. Et sur le qui-vive, et qu'est-ce qui reste après? Dès qu'il y a une tension quelque part, tous les prétextes sont bons pour éclater. Exactement. Et la crise arrive. Et la crise arrive et il peut y avoir des actes de violence. Des fois, c'est frapper sur le mur. Puis très fort pour intimider l'autre. Et des fois, c'est frapper l'autre, une gifle, un coup de poing. Des fois, il y a des femmes enceintes qui se font violenter. Et des fois, avec ça, si tu te fais violenter, frapper dans le ventre, des fois, j'entends des choses comme ça. Mais il y a des fausses couches qui risquent d'arriver. Donc, ça arrive. Donc avec ce cycle, vient
après, l'autre, il se responsabilise pas, ben, il va trouver des excuses pour dire, oh, c'est pas de ma faute. Et ça, j'aime bien ça parce qu'il faut que tu nous expliques ça bien, ça qu'on appelle la lune de miel, c'est ça? Non, c'est après. C'est après. Donc, quand, par exemple, l'homme vient de commettre un acte, soit crier ou diminuer, donc, il ne se sent pas responsable. Il se sent pas responsable. Vu qu'il ne se sent pas responsable, donc la femme, lui, se sent responsable. Elle va trouver des raisons, mais peut-être que j'ai fait quelque chose qui font en sorte qu'il a été agressif envers moi. Ça se peut que c'est à cause de moi. Donc, c'est ça qui rend vraiment difficile. Oui. Donc, plus avec le temps, cette culpabilité, vraiment, c'est une gangrène, c'est une maladie qui ronge de l'intérieur. Il y a la honte, même la honte d'aller chercher de l'aide. Des fois, certaines femmes vont penser qu'aller chercher de l'aide va envenimer amener une réprimande sur le mari. Exactement, dépendamment, parce qu'il y a des hommes qui vont utiliser comme la menace, si tu fais telle chose, mais je vais me suicider, si tu me quittes. Donc, des fois, il peut y avoir tellement de mythes par rapport aux femmes violentées. Les femmes violentées, personne ne veut être violenté. Personne ne veut vivre la violence conjugale. Donc, après, il va y avoir la lune de miel. La lune de miel, c'est la calmie. Dans le sens que, il va y avoir des fleurs, l'homme va redevenir, il va revenir à... Parce que la femme vit avec, c'est important pour elle, la lune de miel. Dans le sens de cette lune de miel-là, l'homme peut-être va penser, qu'il va dire qu'il va changer, qu'il ne va plus refaire, il fait des promesses, et c'est des promesses, s'il n'y a pas d'intervention qui est faite, à part l'intervention divine qui peut être, oui, Dieu peut transformer quelqu'un, Dieu peut changer quelqu'un, mais s'il n'y a pas de l'aide psychosociale qui a été faite, l'homme, il peut dire qu'il va changer, mais ça va donner l'espoir à la femme, mais ça recommence. C'est un cycle, ça recommence. Et plus la femme reste dans ce cycle, mais plus le cycle devient comme un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Et la femme, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue son estime de soi. Il perd tous ses moyens. Elle perd tous ses moyens. Elle ne va plus se voir capable de s'en sortir. Tout le pouvoir est entre les mains de cet homme, comme un bourreau, de son bourreau finalement. Mais Fabienne, comment est-ce qu'une relation amoureuse peut devenir violente? Lorsqu'on parle de violence, il peut y avoir des fois de l'agressivité dans la façon de faire dans un couple normal. Il peut y avoir de la mésentente, il faut faire la différence entre mésentente, c'est deux personnes égales. C'est ça. On parle, j'aime pas ton opinion, j'aime pas cette opinion-là. J'aime pas la couleur de ta robe, c'est correct. Bon, pas nécessairement la couleur de ta robe, mais l'opinion, en exemple. Je dois te porter. La femme ou l'homme, autant l'homme peut s'habiller comme il ou elle l'entend. Mais c'est vraiment, on peut ne pas s'entendre sur des opinions, on peut avoir des divergences de pensée, mais c'est vraiment la violence conjugale, c'est de la violence, c'est cet abus-là. D'où vient cette violence? Ça peut venir de la part de l'individu dans son enfance, cette habituation. S'il aurait vu ses parents faire ça, ou si ses parents l'auraient violenté lui-même, il ne fait que répéter le pattern. Exactement, la Bible nous dit, donne à l'enfant des bonnes habitudes, il va s'en rappeler jusqu'à sa vieillesse. Si on s'en rappelle des bonnes habitudes, mais on s'en rappelle aussi des mauvaises habitudes, parce qu'on sait que les enfants apprennent avec des modèles. Les enfants sont comme des éponges, ils prennent de leur environnement, de leur milieu, ça peut être la famille, les vrais parents, ou tout simplement là où est-ce qu'ils ont été élevés par les autorités, les premières autorités dans leur vie. Donc, ils vont reproduire ce qu'ils ont vu. Donc, ça peut être quelqu'un qui a vécu aussi des abus sexuels, donc qui peut rendre vulnérable autant la victime, autant que l'agresseur. Exactement. Donc, c'est important ça. Ouais. J'ai quelques mythes ici, quelques préjugés, tu vas me répondre, concernant la violence conjugale. On entend ça souvent, les femmes provoquent souvent les agressions de leur conjoint.
et elles reçoivent ce qu'elles méritent, vrai ou faux? Oh, ça, c'est vraiment important que les femmes le sachent, non. Aucune femme ne provoque, quand je dis aucune femme, aucune personne, parce que autant l'homme peut être victime, les hommes peuvent être victimes aussi de la violence conjugale, autant les femmes. Donc, il n'y a personne qui va provoquer cette violence. Donc, c'est des prétextes pour exploser. C'est des prétextes vraiment comme pour minimiser l'autre. C'est des prétextes et non jamais... c'est des situations, des éléments déclencheurs qui vont faire en sorte que l'autre va pouvoir encore plus contrôler. Mais ce n'est pas que la femme va vouloir, va provoquer cette... Non. Il y en a qui aiment cela, vrai ou faux? Il n'y a aucune femme, personne ne veut être violentée. Ne peut être violentée. Mais il y a des cas, comme je te dis, Fabienne, des femmes qui disent que quand elles ne sont pas violentées dans certaines cultures, il manque du piment dans le foyer. Mais justement, comme des fois, surtout pour les jeunes, c'est sûr que c'est étrange, c'est des croyances. On peut avoir des croyances, des distorsions cognitives. Oui. Donc, des distorsions cognitives, c'est des choses qui sont distorsionnées. C'est ça, c'est renversé. C'est renversé. Il y a du bleu, mais on voit blanc, mais c'est du bleu. C'est une maladie. Donc, alors ça. C'est une maladie. C'est pas normal. Donc, c'est pas normal. Il faut vraiment, surtout les jeunes qui sont sur Internet, j'avais vu une jeune femme. Oui, cette vidéo a circulé. Mais si je sais pas si je pense que c'est en France, en Europe, si mon copain ne me donne pas des baffes, je le respecte pas. Non, c'est une distorsion. Ça peut même aller à une maladie. Laquelle? Est-ce que c'est du masochisme? Non, il n'y a aucune femme qui est masochiste. Ça revient à mon autre question tout à l'heure, à mon autre mythe. Les femmes qui restent avec un conjoint violent sont masochistes. Non. Donc, encore une fois, c'est faux. Donc, c'est sûr, il faut comprendre, comme on avait parlé tantôt, il y a tout. C'est très complexe. Hein? Lorsqu'on vit dans une relation, dans une relation amoureuse, qu'est-ce qui fait que la femme violentée reste dans cette relation? C'est pas parce qu'elle est masochiste. Il y a toute sa vie, ses antécédents qui peuvent être très complexes. C'est comme des fils d'araignée qui sont très entremêlés entre elles, des croyances par rapport à elle-même, son image d'elle-même qui est un peu floue, sa perception d'elle-même, sa perception de l'autre. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, on ne peut pas porter des jugements aussi simples comme ça. La violence conjugale est un problème d'ordre privé. Parfois, il y a des gens qui préfèrent garder ça et disent c'est privé. Vrai ou faux? Regarde, avec les statistiques, quelques statistiques que j'ai eues, 30% des femmes à travers le monde ont déjà affirmé avoir vécu de la violence conjugale. Donc, c'est pas un problème privé, personnel, c'est un problème sociétal, c'est un problème mondial. Et je pense que pour trouver la solution, plus on en parle et plus on va comprendre, on va être conscient de ce problème et plus on va vers des solutions. Donc, c'est pas un problème privé. Donc, si vous êtes là où vous êtes, vous nous écoutez, vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Donc, sortez de là et puis en parler, c'est déjà une solution. Il y en a qui disent qu'il y a eu de la violence. Ils disent c'est juste une chicane. On se chicane, c'est juste une chicane. Est-ce que la violence est une chicane, une simple chicane? Il ne faut pas banaliser. Non, exactement. Il ne faut pas banaliser parce qu'on avait dit tantôt bien, une chicane dans une relation conjugale, amoureuse, c'est une mésentente, voilà, un désaccord entre deux personnes. Exactement. Qui peuvent à tour de rôle donner leur opinion à deux personnes égales. Alors que dans la violence conjugale, il y a quelqu'un qui domine l'autre, qui contrôle. C'est vraiment important. Le contrôle. C'est le mot à retenir. C'est le mot à retenir, c'est le contrôle exercé par l'autre sur l'autre pour avoir plus de pouvoir, pour affirmer son autorité. Donc, c'est important ça. Quels sont les facteurs de risque? Le temps passe tellement vite, Fabienne. Donc, je pense qu'on en a quand même énuméré un petit peu. Il y a aussi les facteurs de risque, c'est bon. Les facteurs de risque, les antécédents familiaux. Il y a aussi au niveau de l'environnement, les communautés, d'une communauté à l'autre. Est-ce que dans d'autres communautés, une femme qui vit de la violence, pas que c'est mal vu, mais on le voit, mais
on ne dit rien, on ne fait rien parce qu'on est habitué. J'avais déjà lu des histoires, un exemple, quand on voit des films, des fois, un exemple afro. Ça peut être africain, haïtien, n'importe quoi à travers le monde. Oh, la femme a vécu de la violence conjugale, elle s'en va chez sa mère pour avoir du réconfort. Oh, ma belle, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais retourner voir ton mari et régler le problème. Non, c'est pas un problème. C'est pas un petit problème à banaliser. Tu as dû faire quelque chose. Je pense que tu n'as pas été... Rentre chez toi, puis... Ouais. Donc la femme va régler le problème. Donc, justement, le problème, c'est que la femme n'avait pas encore le courage pour s'affirmer. Donc, donc c'est ça. Donc, il y a vraiment comme... c'est au niveau sociétal, il y a telle culture, on ne va pas dire que telle culture accepte, mais tolère. Lorsqu'on tolère, on ne cherche pas la solution, on ne cherche pas à aider l'autre. Donc, c'est vraiment au niveau individuel. Encore une fois, c'est de la dépendance affective. En plus, avoir vécu de la violence conjugale, avoir vécu des abus sexuels, ça peut être comme un mélange pour rendre vulnérable une femme et vivre de la violence conjugale. Il y a des conséquences graves. La violence, là, elle a des conséquences sur la famille, sur les enfants, sur la société, dans tous les domaines. Exactement. Pour la femme, la femme, un exemple qui va vivre la violence conjugale, va porter à s'isoler. Va porter à s'isoler parce qu'elle a honte, parce qu'elle a peur de se faire juger, de se faire critiquer. Est-ce qu'on va me croire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? La femme qui vit de la violence conjugale va avoir toutes sortes de sentiments, de honte, la culpabilité, aussi la colère. La personne... Par rapport au mythe, personne n'aime la violence conjugale. Oui, je t'aime, mais en même temps, je suis en colère parce que j'aime pas nécessairement ce que tu fais de moi, mais en même temps, je suis encore là. Oui. Donc, c'est vraiment, psychologiquement, la femme est plutôt tourmentée. Son image, parce que ce que je dis souvent au niveau quand je fais des interventions, l'estime de soi, l'image qu'on a de nous, c'est quelque chose de très important. C'est la base de tout. Donc, l'image que la femme a d'elle-même, c'est une image qui est brisée. Et une image brisée, c'est toute la suite est hypothéquée. Donc, quand mon image est brisée, mon estime de soi est faible. Quand mon estime de soi est faible, j'ai pas confiance en moi, la confiance en moi. Et quand on n'a pas confiance en nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mauvaises décisions. Exactement. Donc, c'est un cycle, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est vraiment comme, lorsqu'on va voir comme par rapport au plan d'aide du gouvernement, si on peut revenir à cela, il y a beaucoup de programmes, que le gouvernement met sur place, des programmes pour aider les femmes. Donc, l'une des choses, c'est vraiment, il y a plusieurs types d'interventions. Il y a aussi il y a de la prévention justement pour prévenir la violence chez les jeunes, la violence dans les relations amoureuses des jeunes. Il y a le dépistage, il y a les interventions psychosociales. Il y a aussi aider vraiment, intervenir auprès de la police, au niveau de tous ces intervenants qui travaillent justement avec les femmes victimes de jeux. Donc, il y a des ressources pour ça. Il y a des ressources. Mais Fabienne, je voudrais revenir sur les conséquences. C'est important. Oui, exactement. Oui. Donc, je vais en profiter. La violence sexuelle dans le couple. Quel est l'impact? Quelles sont les conséquences sur le couple? On va dire la conséquence pour la femme. Pour la femme. Est-ce que déjà tu peux définir, comment est-ce qu'on peut parler de violence conjugale, violence sexuelle dans le couple? Violence sexuelle, lorsqu'on avait parlé, tout acte qui est forcé. Donc, même quand on est dans le mariage, si les actes sexuels ne viennent pas de nous, parce que des fois, ça peut se faire avec la violence. Lorsqu'on parle le cycle de la crise, imagine dans la crise même, l'homme décide que maintenant c'est le temps qu'on fait ça et puis que la femme vient d'être frappée, vient d'être frappée et maltraitée.
ben là c'est le temps. Ben, on le fait et puis contraindre l'autre à avoir des relations sexuelles, contraindre l'autre à faire ce qu'elle ne veut pas, ou même des fois à se faire du mari, même des fois à regarder des choses pornographiques ou qui est contre son gré, c'est de la violence sexuelle. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée chez la femme une sorte d'insatisfaction, baisse de désir et l'image de soi. Donc l'image de soi, je dis tout le temps, dans la relation amoureuse, c'est important, dans la relation, dans l'intimité sexuelle, c'est important qu'il y ait une partie que tu sois satisfaite de ton image pour pouvoir être ce trésor pour te donner à l'autre. Mais si tu ne te vois pas comme ce trésor, tu ne peux pas te donner à l'autre. Donc, il y a de l'insatisfaction sexuelle. Donc, pour l'homme, est-ce qu'il est satisfait ou ça, j'ai pas d'études en tant que tel. C'est sûr, comme, vu que c'est lui qui domine, ça se peut qu'il tire son plaisir. Exactement. Donc, c'est ça. Peut-on guérir de la violence dans le cadre de ton travail? Peut-on guérir de la violence Exact, comme je vous dis, il y a des ressources. Il y a autant des psychologues, des travailleuses sociales dans les CLSC qui sont là, des sexologues cliniciennes. Moi, en tant que telle, moi, je suis sexologue bachelière. J'ai pas encore vraiment, comment je pourrais dire, eu dans mon cabinet des femmes qui ont vécu de la violence conjugale, mais en tant que telle, mais il y a toujours si quelqu'un a envie de parler, c'est déjà une bonne chose. Parler, au moins sortir, pour sortir de l'isolement, c'est déjà une bonne chose. Donc, il y a des ressources, il y a plein de ressources, il y a des maisons d'hébergement. Et ce qui se passe aussi, je me rappelle, j'avais fait un travail à l'université, ce qui se passe quand les femmes n'ont pas nécessairement de ressources, elles vont aller dans les maisons d'hébergement. Et ce qui se passe, elles vont retourner malheureusement dans le milieu, dans le foyer, dans le but que l'autre change avec un peu d'espoir. On veut changer la personne. Et finalement, nous, on n'a pas la capacité de changer la personne. Dans notre cas, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit seul a la capacité de transformer. Et aussi, pendant que vous disiez ça, il peut aussi avoir le contrôle. Lorsqu'on parle de contrôle sur l'autre, ça peut être aussi des contrôles de ne pas exercer sa religion. Ça, c'est important. On peut être chrétienne et vivre de la violence conjugale parce que l'autre nous interdit d'aller à notre culte, l'autre nous interdit d'aller à notre réunion. Là, je ne parle pas, des fois, on peut faire des abus. En tant qu'exemple, je ne parle pas dans le cas, on utilise l'église, les réunions comme excuse en tant que femme. Non, je ne parle pas de cela. Je parle vraiment l'homme interdit à la femme d'exercer de faire ce qu'elle aime. Ça peut être la spiritualité, ça peut être un loisir, ça peut être autre chose. Ça peut être lui interdire d'aller à l'école, de prendre Exactement. des cours. Donc, ça peut toucher plusieurs points. Il y a des ressources dans la parole de Dieu. Je pense aujourd'hui à celles qui sont en Afrique, qui n'ont pas forcément le CLC comme ici, qui n'ont pas forcément une organisation. J'espère qu'il y en a dans certains pays. On a vu les statistiques en Inde, en Afrique, un peu tous ces endroits-là. Mais j'espère que la personne, tu peux rechercher une ressource, une personne de foi, une personne à qui tu as confiance. Surtout ne pas s'isoler, ne pas s'enfermer, continuer à vivre le martyre. Et je ne vais pas aller sur ces terrains-là, mais il faut quand même qu'on en parle. Il faut chercher de l'aide. Exactement, il faut chercher de l'aide, quelqu'un qui nous écoute. Parce que déjà, comme pour sortir, parce que quand il y a une tierce personne qui nous écoute, qui va nous écouter sans jugement, c'est déjà une bonne chose. Donc je sais comme... parce que ça va jusqu'à la mort. Oui, il y en a qui sont morts, justement. Il y en a qui sont morts, justement. Donc c'est un danger de mort, là. Exactement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là parce que je suis en danger de mort? À un moment donné, je pense que chercher de l'aide, c'est important. C'est important d'en parler avec quelqu'un qui va croire en nous. Ça peut être
un ami ou une amie, un membre de la famille qui va nous soutenir et qui va nous aider à progresser. Parce que la femme qui vit, qui est victime de violence conjugale pense peut-être qu'elle est impuissante, mais elle a du pouvoir en elle. Donc la plupart des interventions qui vont être faites vont vraiment redonner du pouvoir à la femme. Donc comme sexologue, moi quand je fais des interventions, pour moi, prendre soin de soi, c'est se donner du pouvoir. Exactement. Prendre soin de soi, c'est se donner du pouvoir. Parce que tu ne peux pas aimer l'autre sans... C'est une de tes capsules, j'ai vraiment aimé s'aimer soi-même. S'aimer... Et c'est biblique. Exactement. Moi, je crois que c'est la base. Oui. C'est un facteur de protection. Il y a plein d'autres facteurs de protection, mais s'aimer soi-même, c'est un must. S'aimer soi-même, c'est se donner la priorité. S'aimer soi-même, c'est se donner des moyens pour avancer. S'aimer soi-même, c'est se voir comme Dieu nous voit. S'aimer soi-même, c'est dire non à ce qu'on n'aime pas et dire oui à ce que j'aime. S'aimer soi-même, c'est se mettre de l'avant, c'est se mettre en priorité. Donc, vraiment, je crois que la plupart des interventions sont faites justement pour que la femme prenne du pouvoir sur elle-même, pour que les femmes, prennent du pouvoir sur elles-mêmes, apprennent à s'affirmer, à s'exprimer, exprimer leurs désirs, leurs besoins, pour justement se redonner ce pouvoir-là. Des ressources bibliques, Proverbe 2, le verset 24. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'aime pas la violence. Dieu construit, il ne détruit pas. Il construit ses enfants. Le Saint-Esprit est là pour construire, pour bâtir, Exactement. Pour élever. Exactement. Élever. Même quand on parle d'éducation, on parle d'élever un enfant, c'est de l'amener de position basse à position élevée. Proverbe 22, le verset 24 à 26. Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas vers l'homme violent. Tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il deviendrait un piège pour toi. Exactement. Le piège, quand je vois ce verset, c'est comme le cycle de la violence. C'est pas facile de sortir du cycle de cette de la violence-là. Mais il y a des signes avant-coureurs. La Bible nous dit, dès que tu vois la violence, tu n'es pas marié, peu importe. Tu cours, mais pars, fuis. Il faut fuir un homme violent même dès le départ. À moins, il n'y a pas de à moins, je pense, excusez-moi. Il faut fuir parce que la Bible nous dit, il y a une personne sage que j'aime beaucoup qui dit, on peut apprendre de l'expérience, de la sagesse ou de l'expérience. La sagesse, déjà, la Bible c'est le meilleur livre de la sagesse. Mais on peut aussi vivre de l'expérience vécues douloureuses, les expériences sont douloureuses. Donc, c'est vraiment, on peut regarder autour de nous, écouter les conseils des autres personnes. Des fois, on fréquente quelqu'un et puis, mets au défi la relation. Mets au défi la relation. De ne pas tout mettre beaucoup de personnes pour te dire quoi faire, mais mets au défi, mets cette relation à l'épreuve. Le temps est la meilleure épreuve dans une relation. Parce qu'avec le temps, tout se met à découvert. Les bonnes qualités qu'on s'est présentées au début finissent par tomber. C'est ça. Donc, après, on voit la vraie personne. La vraie personne. Et souvent, ce que je dis, c'est qu'on a cette image de la relation amoureuse. On tombe en amour, on vient, on rentre dans l'amour. C'est comme si c'est des papillons, on est aveugle. L'amour rend aveugle, mais le mariage, peu importe, ou la relation sérieuse, t'ouvre les yeux. Mais avant de recouvrir les yeux, recouvre les yeux dans la fréquentation. Donc comme ça, tu vas avoir le temps de connaître la personne, de le cerner. Et puis de décider si oui ou non. Parce que il y a beaucoup de... J'aime écouter beaucoup de discours par rapport aux relations amoureuses. Si tu n'as pas encore connu les pires défauts de ton partenaire, c'est qu'il y a un problème. Ses pires faiblesses, tu dois les connaître. Si tu ne les connais pas, c'est dur. C'est comme si tu vas te marier avec l'homme le plus parfait. Mais si l'homme est parfait, mais toi, ça va te rendre coupable de ne pas être parfait comme lui. Mais malheureusement, le temps finit par nous dévoiler le vrai visage des personnes. On a largement débordé. C'est un sujet
sujet profond. Oui, exactement. C'est un problème, un fléau qui détruit les personnes, qui détruit les familles, qui détruit les enfants, qui peut même détruire les générations. Qui détruisent les générations. Après, si on ne prend pas garde Exactement. à éradiquer ce fléau, ça passe par la prévention. Il y a la prévention, ça passe oui. par confronter le problème, Oui. ne pas laisser le cycle continuer, mais il faut arrêter. J'aime bien ce que tu disais tout à l'heure, ton mari à l'époque, donc vous étiez encore en fiançailles, tu dis non, ce n'est pas par mauvaise volonté que je n'ai pas appelé. Donc il faut prendre le temps de mettre les points sur les i pour arrêter ce cycle de violence, dire non, ne pas se laisser aller dire non. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, Fabienne, énormément de choses. Il y a un autre verset qui m'interpelle, Proverbe 15, le verset 18. Un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Donc, on peut voir les signes. Il y a les signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui fait de la querelle pour rien. Mais il y en a un autre qui apaise. Exactement. Qui apaise, un homme de paix. On peut voir la différence entre un homme de dispute, de querelle et un homme de paix. Et la Bible nous parlait de cette femme, il vaut mieux être sur le toit de la maison que dans la maison d'une femme querelleuse. C'est la même chose. Oui, exactement. Aussi. Oui. Il y a des femmes querelleuses. Là, c'est sûr qu'on parle de violence conjugale parce que justement, la plupart des actes de violence, 80% des actes de violence sont faits envers les femmes, par leur conjoint. Mais ça ne veut pas dire que les hommes ne vivent pas. Peux-tu nous toucher un petit point avant qu'on finisse? La violence conjugale, ce ne sont pas seulement les femmes, mais il y a des hommes qui sont victimes également de violences conjugales, qui ont du mal à aller chercher de l'aide. Et il y en a qui se suicident parce que justement Exactement, avec les stéréotypes, les hommes sont supposés d'être forts, dominants, avoir du leadership. Comment se faire agresser, violenter par une femme? De la même façon qu'une femme peut se faire violenter, agresser par son conjoint, mais de la même façon, on le retrouve aussi des hommes victimes de violences conjugales. Mais c'est vraiment ce que je dis à ces hommes, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte, de ne pas se sentir coupable, de ne pas correspondre aux stéréotypes de la société, mais vraiment d'aller demander de l'aide. On ne va pas vous fermer la porte, on ne va pas vous rire en pleine face. Je pense que vous allez trouver de l'aide, il faut en parler. C'est une question de vie ou de mort parce qu'il y en a plusieurs qui sont passés. Là où vous vous trouvez, cherchez de l'aide. De l'aide, premièrement, nous en tant qu'enfants de Dieu, on cherche de l'aide. D'abord, la Bible nous donne ces solutions-là. Si tu es en danger, mets-toi à l'abri. Je le dis, on se met à l'abri. Parfois, une séparation est nécessaire. Je ne parle pas de divorce, mais je parle au moins de se mettre à l'abri, le temps de trouver une solution pour le couple. Recherchez, allez dans la prière, priez le Seigneur et recherchez également de l'aide dans le séculier. Il y a de l'aide disponible, les CLC sont là, les ressources sont là. Allez rechercher de l'aide. C'était tout pour aujourd'hui, Fabienne. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir. De ton temps. Ça a été un plaisir. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Alors, tu es plein de ressources. Tu es une bonne ressource pour nous. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'avoir été là. Vous avez des questions. Il y a le site de Fabienne qui est sexologue. Fabienne d'Haïti. Fabienne Charles d'Haïti. Fabienne d'Haïti, sexologue. Et ma page Facebook, c'est mon corps. Oui, c'est mon corps. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le site de Fabienne, sur mon site également, Facebook Cœur à Cœur. Posez-nous vos questions. Nous allons faire de notre mieux pour vous apporter l'aide qu'on peut vous apporter dans la prière et dans les conseils également. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Délivrance et joie, cœur à cœur, cœur à cœur.